On va commencer par la session 1. Messieurs, je vous invite à monter sur scène et on va vous présenter dans quelques minutes. Je vous en prie. Voilà, premier débat et première session. On a eu la volonté avec l'AFDESI, vous avez compris qu'on organise aujourd'hui cette journée en collaboration avec l'AFDESI. On a eu la volonté d'aborder un terme qui nous paraissait extrêmement important du fait des informations que nous communiquait Médiamétrie. La télé reste quand même au cœur des consommations, au cœur des attentes des consommateurs. Et nous, on a envie de découvrir et de comprendre quelle était la stratégie digitale des grands broadcasters européens, et en tout cas des broadcasters européens. Et pour ça, on a le plaisir d'avoir autour de cette table de grandes personnalités du métier qui vont nous parler. Pour commencer, et par ordre alphabétique, Marc Charrière, vice-président Public Affairs d'Alcatel-Lucent. Mohamed Dadas, vice-président Open IPTV Forum. Alexandre Fourmont, marketing director LG France. José Luis Vasquez, président de AEDT. Uwe Wels, directeur of ARD Playout Center. Et enfin, pour animer ce débat, je leur remercie, Olivier Ezrati. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, on va faire ce débat en mélangeant un peu l'anglais et le français. La plupart des acteurs ici présents vont s'exprimer en français, à l'exception de José, qui est espagnol, qui va parler en anglais avec moi. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous avez l'accès à la traduction, paraît-il, avec un casque qui est distribué à l'entrée. Donc je suis ravi d'animer ce débat avec vous aujourd'hui. Alors on va parler effectivement de la stratégie des broadcasters avec un petit paradoxe, c'est qu'ici il y a un broadcaster. En l'occurrence il y a UV qui est allemand, donc qui représente la RD, et les 4 autres finalement représentent l'écosystème qui tourne autour des broadcasters, chacun avec un rôle différent, opérateur télécom, organisme de standardisation, constructeur dans le cas d'Alcatel ou constructeur de télévision dans le cas de LG. Et donc on va en fait articuler ce débat sur à la fois la stratégie des broadcasters vu finalement du regard de l'Allemagne, et puis derrière on va essayer de comprendre comment les broadcasters de manière plus générale peuvent avoir des relations dites win-win avec les différents acteurs industriels qui sont autour. Alors je vais commencer avec UV justement, puisque c'est vous le broadcaster de la Réunion, donc ça pèse sur les épaules, hein. Et en plus vous parlez français, ce qui est très bien pour un... Pas encore sûr, bah, visiblement, vu la conversation qu'on a eue au téléphone pour préparer le débat, il n'y avait pas de problème. Alors, vous êtes dans une situation un petit peu particulière en Allemagne, c'est que c'est le plus grand pays d'Europe, du point de vue de la population. Vous avez un équilibre entre télévision payante, télévision gratuite et télévision publique qui est assez voisin de celui de la France, disons en gros. Hein, l'équivalent de France Télévisions, c'est finalement la RD que vous représentez. Et vous avez une autre particularité, c'est que vous avez été les pionniers dans un domaine particulier de la télévision interactive avec le lancement d'HBB TV, pour lesquels vous avez été en gros l'initiateur, suivi de pas très loin de la France, et puis maintenant d'une grande partie de l'Europe. Alors, quelle est finalement, vue de haut, la stratégie du point de vue de la télévision numérique, vue d'un acteur public allemand que vous représentez? Et puis après, on va creuser un petit peu sur HBB TV, sur les standards, et votre relation aux standards, et la manière dont vous abordez ces transformations technologiques du marché. Bonjour, je vais essayer de parler un peu français, mais sinon on va changer en anglais. You do what you want. La stratégie, c'est d'abord pour tous les broadcasters en Allemagne faire HBB TV. Donc essayer comment le téléspectateur accepte ou n'accepte pas la nouvelle technique, les nouveaux contents, etc. Donc pour l'instant, autant que je sache, tous les broadcasters allemands ont déjà des contenus, des contents HBB TV. Donc depuis à peu près 1 an et demi, c'est ça environ? Pardon? Depuis environ un an depuis et demi. 2009. 2009. Ah oui, donc ça fait 2-3 ans. On a commencé en 8 et testé en 9. Et à peu près il y a 2 ans, c'était déjà fait. Donc l'année dernière, tous les broadcasters étaient là sur le marché, même les grandes chaînes et même les petits.
compris les chaînes privées, donc Oui, ProSieben, etc. oui. D'accord. Et ça, c'est vraiment nouvelle pour le développement. Ce sont toutes les chaînes qui sont là, privées, Sky, Pay TV et les publics. Et alors, comment s'est passée l'adoption à la fois par les éditeurs de contenu et par les téléspectateurs de ces nouveaux services interactifs dans les téléconnectés? Oui, les téléspectateurs, c'est encore difficile à juger. On a vu des chiffres sur la France et en Allemagne, on est en train de développer une espèce de technique pour juger comment les téléspectateurs prennent vraiment le contenu, les contents. Encore une fois la question, s'il vous plaît. Je me posais la question de la réaction Oui. à la fois des Oui. éditeurs, les créateurs de d'accord. contenu. Alors, ce sont les chaînes elles-mêmes ou éventuellement d'autres éditeurs, Non, et puis les téléspectateurs. ce de sont l'autre les côté. deux. Oui. Ce sont les deux. Ce sont les chaînes eux-mêmes. Et on a trouvé des places pour the third-party applications. So, Par exemple, si un journal ou les Yellow Pages locales veulent créer une application, ils peuvent le faire. ils peuvent le faire. Ils ne sont pas liés sur une chaîne, mais ils trouvent la possibilité d'entrer dans un portail de TV manufacturer. So, par Mais ce n'est exemple, pas de l'HBB TV dans ce cas-là. oui, mais l'application eux-mêmes, sur le point de vue technique, c'est HBB TV, autant que je sache. D'accord. Par exemple, on a depuis 3 ans, on a Bild, c'est un grand journal comme François. Ils étaient les premiers qui C'est plus un grand journal en France, mais c'est pas grave. D'accord, mais Bild, il était vraiment le premier sur le plan. Donc, c'est la possibilité pour tout le monde de participer à HBB TV. Mais par contre, il n'y a pas d'équivalent en Allemagne du portail Mes Services TV de l'AFDSI autour d'HBB TV. Donc, en gros, les éditeurs de contenu sont orientés vers les portails dits propriétaires des constructeurs, Samsung, LG, etc. Non, nous, les broadcasters, on se dirige vers nos propres chaînes. Non, je pensais aux éditeurs de contenu comme Bild. Oui, bien sûr. Ils n'ont que c'est la seule possibilité d'arriver sur les téléspectateurs. D'accord. Et bon, vous avez un parc installé en Allemagne de téléviseurs connectés qui supportent HBB TV qui est important, j'imagine, puisque ça fait 2 ans, 3 ans. Oui, à peu près, oui. Pour cette année, on attend 55% des TV sets qui sont vendus en Allemagne ont déjà implémenté HBB TV. Et on commence à mesurer l'usage ou c'est trop tôt pour avoir une idée? C'est trop tôt. On a déjà de premiers chiffres, mais c'est pas encore. It's not hard enough. Okay. So there's still a small penetration of the usage. Yes. Yeah. Okay. So we're going to switch to Spain now. So what about Spain? So you represent 2 organizations because you represent AIDETI, which is more or less the equivalent of AFDSI in Spain, if I understand well, and you also you are the founder of Mirada, kind of a service company in the television business in Spain. So, what is the landscape in Spain regarding digital TV overall? I would say that we are more followers than creators of the technology. Basically, we were watching how the market was evolving during the last few years. Initially, it's public that we selected another standard, MHP, for interactive television, but this didn't fly. So actually, it was first FTC to introduce the HBB TV, and we were accepted at the beginning. And well, basically, you were right in France. So basically, we decided to follow the path. It was official in November last year. It was a very, very busy year last year, making broadcasters and manufacturers agree on a common way to work together. We are not finished yet in terms of the deployment of HBB TV profile on the TV sets, and we are pushing hard for that. I would like to be in the same situation as the German market, with more than 50% of penetration. Sur ce marché, obtenir une pénétration de marché de 55%. Nous sommes pour l'instant à un taux d'équipement de 10 à 15% d'équipement incluant la fonction télé HBB. Nous travaillons actuellement afin de sélectionner des tests particuliers pour
la protection 1.5. J'espère que nous pourrons fournir des résultats et atteindre le niveau de l'Allemagne et de la France à la fin de cette année. À quoi ressemble la collaboration entre les différents acteurs de ce thème? Qui sont les alliés et peut-être les ennemis de ces acteurs? C'est un marché concurrentiel, donc il n'y a ni amis ni ennemis. Je pense que c'est le cas pour tous les pays. Chaque pays définit son propre centre d'intérêt. Nous sommes une organisation horizontale et tentons donc de travailler sur une base commune qui nous permette de déployer des services avec la valeur la plus élevée sur le marché. En effet, la recherche de modèles alternatifs est la meilleure manière de progresser. Un point essentiel est bien d'éviter que le marché soit fragmenté. Et ceci est essentiel. Il s'agit de la fragmentation, premièrement, du point de vue des producteurs d'équipements et d'autre part, de la part des diffuseurs. Sur ce terrain, nous avançons peu à peu. Quelle est la situation si vous comparez à l'espace, au paysage télécom en France? L'IPTV n'est pas si développé en Espagne qu'en France. Nous avons de grands acteurs, mais cependant, les utilisations favorisent plutôt, du point de vue des diffuseurs, les services de rattrapage et les télé HBB. Nous avons à l'avenir certaines initiatives qui visent à mettre en œuvre de nouveaux profils HBB pour accéder aux services. J'ai fait une observation ces 2 dernières années. Il existe une peur croissante de Google, d'Apple, et de la part qu'ils pourraient prendre sur ce marché, notamment vis-à-vis de la publicité. Avez-vous pu observer sur le terrain des changements de comportement et de stratégie importants et comment interprétez-vous ces changements récents? C'est une question assez globale. Le fait d'être capable ou non d'offrir un service de télérattrapage qui soit vraiment mis à votre image, à votre goût, c'est également une manière de contrôler l'espace. Google et Netflix, aujourd'hui, sont des services les plus utilisés car les spectateurs utilisent des équipements connectés à Internet. Nous allons bientôt plus tard parler du second écran. Je peux récupérer un micro, oui. Alors chez LG, vous avez une position un peu particulière. Vous êtes un constructeur parmi les top 4-5 mondiaux. Vous êtes le 2e en France, à ma connaissance, en part de marché. Je crois que c'est vrai aussi à l'échelle mondiale. Donc vous avez un rôle important dans l'adoption ou non des standards. Alors moi, ce que j'ai constaté dans les années récentes, c'est que LG a été plutôt relativement avant-gardiste dans la volonté d'adopter les standards et notamment était assez proactif sur HbbTV. Alors comment expliquer cette position d'un constructeur qui a à la fois un portail dit propriétaire et qui de l'autre finalement fait les yeux doux entre guillemets aux chaînes de télévision avec le standard HbbTV? Comment expliquer cette position et comment elle va évoluer dans les mois à venir? Alors en effet, il y a bien 2 choses différentes qu'il faut distinguer. Il y a la partie HbbTV d'un certain côté qui est la relation que la chaîne peut avoir en direct et en live notamment, ainsi qu'en différé avec son téléspectateur. Et puis d'un autre côté, il y a en effet la partie portail, donc qui existe au travers du téléviseur, alors par le constructeur, par la boîte ADSL, mais aussi après par un PC, etc. Donc le fait que nous ayons, choisi le fait de pousser et d'être avant-gardistes sur la partie HbbTV, en fait, elle est liée à plusieurs points. D'abord, je voudrais juste mettre une information qui me paraît importante, c'est que le téléviseur appartient aux téléspectateurs. Il n'appartient pas aux chaînes, ce qui nous a été dit au départ. Il n'appartient pas non plus aux fabricants, une fois que le consommateur l'a acheté. Donc, s'il faut bien Malgré tout, il y a une régulation à respecter sur ce qu'on fait ou pas du signal télé, etc. Bien évidemment. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est la façon dont l'usage va se mettre en place et la consommation va se mettre en place. Et donc, à partir de là, c'est tous les éléments qu'on va pouvoir apporter. Lorsqu'on va vendre un téléviseur, aujourd'hui, au sein de la chaîne de valeur, il y a la partie de la distribution. Et la distribution est là aussi pour aider à éduquer et à promouvoir les différents services.
une fois qu'on a mis tous ces maillons-là en chaîne, y compris la distribution, eh bien, on est aujourd'hui. Parce qu'il a fallu un certain temps pour que finalement tout le monde accepte l'ensemble de ces différents éléments. Mais une fois que le consommateur va pouvoir se dire « je vais être intéressé pour aller vers une télévision connectée », il va aussi falloir qu'il la connecte, cette télévision. On a bien parlé tout à l'heure de téléviseurs connectables et pas connectés. C'est aussi parce qu'il y a un taux aujourd'hui avancé d'un tiers de télévisions connectables qui ont été connectées. Alors chez LG, aujourd'hui, on n'est pas à un tiers, mais on est à 52%. Et pourquoi est-ce qu'on est à 52% ? En fait, la HbbTV va être une de ces réponses pour faire augmenter aussi ce taux de connectivité et apporter ce lien qui existe aussi sur la partie du direct. Ce qui est important, c'est que le consommateur, à un moment donné, doit pouvoir être amené à vouloir connecter son appareil pour avoir accès aux différents services. Et c'est là où la HbbTV va pouvoir véritablement jouer un rôle très important. C'est ça qui explique le taux de 50 et quelques pourcents en France. Aujourd'hui, le taux qu'LG a atteint de 52% est dû au schéma que le consommateur doit suivre lorsqu'il allume son téléviseur et qu'il a accès à ces différents programmes. On espère faire monter ce taux d'une cinquantaine de pourcents à plus de 70-75% avec la HbbTV. Et c'est pour ça que LG est très intéressé par la HbbTV. D'abord parce que ça va apporter un tas de services complémentaires interactifs en live qui sont très très attendus par le consommateur final, mais aussi parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Le consommateur va regarder son programme, il va avoir tout d'un coup une pop-up qui va arriver sur son écran et qui va lui dire « si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le bouton rouge », par exemple. Et donc, il va cliquer sur le bouton rouge et là, on va lui dire bah voilà, vous avez une photo, vous avez un petit peu de texte, et puis si vous voulez avoir accès aux vidéos, il faut connecter votre téléviseur. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'HbbTV amène le consommateur à connecter son téléviseur. Et du coup, et la chaîne et le fabricant pour son portail seront gagnants parce qu'on aura un téléviseur totalement interactif. Lorsque le téléspectateur sera sur la chaîne, il aura bien accès à l'ensemble des informations que la chaîne pourra lui produire et pourra lui faire vivre au-delà de la simple expérience du direct, mais également le fabricant, parce que lui, il pourra aussi être sûr que le produit qu'il a vendu est bien connecté et donc donner accès à l'ensemble des applications qui ont été développées sur son propre portail, également auprès du consommateur. Et donc, si je comprends bien, HbbTV est activé par défaut sur les télévisions LG? Ça dépend des constructeurs. Ça dépend entièrement des constructeurs. Les autres, je sais à peu près, mais LG. Alors, en ce qui concerne LG, c'est une discussion qui est en cours, qui n'est pas encore finalisée, parce qu'il y a de gros débats en interne, en effet, si la HbbTV est un cheval de Troie ou pas dans la compétition qu'il y a entre les différentes applications. Le point de vue de la France que j'ai fortement défendu semble prendre le pas, et l'HbbTV devrait être mis en option on sur l'ensemble de nos produits, en effet. Et là, tu parles du marché français. Je parle du marché européen. Et en également. Allemagne, c'est pareil? C'est la même chose. On est en train de discuter comment on va en faire. C'est le default ou non. Il y a la plupart des manufacturiers qui ont mis en default, mais il y en a d'autres où c'est le numéro 2 l'ont pas fait, en tout cas, à ma connaissance. Et il représente 40% du marché au minimum. Donc, Mais ça, justement, c'est un gros débat qui a eu lieu en interne et ça devrait être mis par défaut, logiquement, dans les mois qui viennent. Et alors, LG a été sinon un des acteurs qui a essayé de pousser la standardisation autour du CE-HTML et autour d'HbbTV avec d'autres constructeurs. C'en est où ça? C'est une initiative qui était difficile à piloter. Qu'est-ce qu'elle devient? Alors, en ce qui concerne la HbbTV, donc j'ai déjà répondu le fait qu'on ait vraiment poussé cette standardisation. On l'a fait avec France Télévisions, avec première démonstration à l'IFA en septembre 2010, ce qui a permis justement de déclencher tout ça. En ce qui concerne le CE-HTML, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a eu le choix d'LG de mettre en place un SDK qui puisse être compatible avec les normes qui justement étaient en cours de développement, notamment le HbbTV, pour qu'il y ait des liens qui s'opèrent entre un consommateur qui va être sur un site HbbTV produit par une chaîne, et qu'à un moment donné, si cette même chaîne a déjà développé une application, plutôt que de lui demander de redévelopper une nouvelle application, c'est de mettre juste un lien sur notre portail, comme ça, avec le développement d'une seule et même application, elle peut à la fois être présente et au travers de son système HbbTV et au travers de son propre site. Et c'est juste un système de lien
Internet. Donc, avoir une sorte de continuité de l'expérience utilisateur sans repasser par des menus, etc. Exactement. Et donc, à partir de là, on a développé un SDK et ce SDK a été mis à disposition et est entré en discussion. Et certains fabricants ont rejoint, Sharp, Philips, et nous sommes en discussion avec d'autres pour justement faire en sorte qu'on arrive au sein des fabricants à avoir quelque chose qui soit le plus standardisé possible pour éviter le développement et la multiplicité de développement d'applications par les fournisseurs de contenu. Donc on peut dire que c'est plutôt une stratégie non pas de défragmentation, mais plus d'interopérabilité finalement. De relier des applications HbbTV avec des applications natives des constructeurs, mais les portails natifs des constructeurs vont subsister quelque temps, semble-t-il. D'interopérabilité et puis aussi de faire en sorte que faut se mettre à la place du consommateur. Le consommateur, il ne va pas acheter un téléviseur Samsung pour avoir accès à TF1, un téléviseur LG pour avoir accès aux chaînes Orange et un téléviseur Sony pour avoir accès aux chaînes M6. Il paraît, oui. Donc là-dessus, il est bien évident que notre objectif à tous, c'est de faire en sorte d'avoir un fondement des applications classiques qui soient disponibles sur l'ensemble des fabricants et puis à chacun après, au travers des 40% ou 20% restants, d'aller véritablement faire une différenciation avec des applications qui peuvent être spécifiques à ce téléviseur, à ce fabricant. Mais l'objectif, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait un véritable marché qui se crée. Et pour que ce marché se crée, il faut qu'il y ait bien sûr le maximum de développeurs d'applications et de fabricants qui vont dans le même sens. D'accord. Alors, Mohamed, vous êtes chez Orange, mais vous êtes surtout là parce que vous êtes vice-président de l'OIPF. Alors, pour les profanes, l'OIPF, c'est l'organisme qui travaille sur la standardisation de l'IPTV, donc qui intéresse surtout les opérateurs télécoms. En général, quand on approche le micro de la bouche, l'ingénieur du son monte au potentiomètre et ça marche, en croisant des doigts. Donc, la standardisation de l'IPTV, c'est un autre élément de la standardisation dans l'univers de la téléconnectée. Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce qu'on peut espérer à terme une défragmentation de l'univers de la téléconnectée vu des opérateurs télécoms? Et comment éventuellement cet univers pourrait converger ou interopérer avec l'univers plutôt des constructeurs, avec HbbTV et les standards avoisinants? Ok, donc en fait je vais parler avec les deux casquettes, à la fois la standardisation avec l'OIPF et aussi en tant qu'Orange, en tant qu'opérateur. Par rapport à la standardisation, en fait l'Open IPTV Forum, l'objectif c'est de créer un standard qui est vraiment bout en bout, pour tout ce qui est à partir du moment où on produit le contenu jusqu'à sa délivrance, je dirais, au niveau du client. Le client, enfin de l'utilisateur, le spectateur. Et donc pour faire cela, on a mis autour de la table tous les acteurs de l'écosystème, aussi bien des gens de l'infrastructure que des constructeurs des SEO vendeurs, des chaînes, des producteurs de contenu et des ISP, bien sûr. L'idée étant de dire, voilà, en fait, chacun va dire quel est son besoin ou quels sont ses requirements, et le tout autour d'une chose qui est l'interopérabilité, que ce soit un business win-win pour tout le monde, mais aussi autour du consommateur. C'est le spectateur qui est au cœur de la réflexion. Donc à partir de là, on cherche de quoi a besoin ce consommateur. Typiquement, on a parlé de téléconnectés, des choses comme ça. En fait, on oublie quelque part, on met de côté l'aspect, dire voilà, enfin moi je suis consommateur de télé. Ça a été présenté tout à l'heure. Je veux regarder mon programme sur ma télé et puis je change de pièce. Je veux le regarder sur ma tablette. Je prends ma voiture. Je ne conduis pas. Avec chauffeur, je regarde sur mon téléphone. Tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse dans la continuité. À partir du moment où on se focalise sur un des acteurs de l'écosystème, on perd cette notion-là. Donc, il faut la retravailler. Donc, un des avantages, je dirais, ou un des plus de l'Open IPTV Forum standard, c'est de couvrir à la fois les modèles, je dirais, over the top, ce qu'aujourd'hui on voit le plus, mais aussi les modèles managés. C'est le modèle aujourd'hui des service providers les plus courants avec les box de Orange, Free et autres. À partir de là, en ayant le même modèle, on a créé des interfaces communes qui permettent à un utilisateur de passer d'un modèle à l'autre de manière la plus transparente avec la même expérience utilisateur. Donc là-dessus, je rejoins ce qui a été dit par rapport à l'application, le portail du téléviseur, le portail du service provider, le portail de la chaîne. Tout ça, à partir du moment où on utilise un standard commun, ces portails-là peuvent être interconnectés. On peut passer avec une expérience, je dirais, utilisateur
équivalente de l'un à l'autre. Ce qui commandera, c'est plutôt l'intérêt du contenu et l'appétence du consommateur par rapport à ce contenu. Aujourd'hui, on le voit avec les chaînes. Le match de l'équipe de France passe sur TF1. Les gens qui sont intéressés par le match de l'équipe de France vont aller regarder TF1, même s'ils sont habitués de regarder Arte, quoi. C'est le match qui est prioritaire, donc ils vont regarder cette chaîne-là. Si demain le match il passe sur M6, ils ne sont pas attachés à TF1, ils vont aller regarder le match sur M6 parce que ce qui les intéresse, c'est ce match. C'est valable aussi pour les séries. Je regarde, je sais pas moi, Friends, je vais aller le regarder sur NT1. Je regarde, je sais pas. C'est d'ailleurs un des problèmes marketing des chaînes aujourd'hui. La marque chaîne par rapport à la marque programme. Tout à fait. Mais en fait, l'idée, c'est à partir du moment où on garde au cœur le consommateur, la notion de chaîne, la notion de fournisseur d'accès, d'opérateur, de constructeur de télé ou autre, se met un petit peu en deuxième niveau. Et c'est là que devient la standardisation, prend tout son intérêt, son intérêt, c'est de dire, voilà, moi je suis opérateur, vous êtes constructeur, vous êtes chaîne, mettons-nous autour de la table et voyons comment on va favoriser nos échanges, nos interactions, de manière à ce que le consommateur soit heureux, consomme, et en fait que nous, on soit tous gagnants. Juste une petite précision par rapport à HBB TV, parce qu'en fait, HBB TV, c'est une partie de la spécification OpenAPTV Forum. Donc, en fait, aujourd'hui, toutes les télés qui sont HBB TV pourront demain devenir OpenAPTV Forum compliant. Ça, c'est vraiment dans la continuité. C'est juste, il y a des petites évolutions sur lesquelles on a travaillé en France, typiquement, avec TNT 2.0, l'introduction de MPEG Dash, mais aussi de la content protection, la protection de contenu avec des REM, des choses comme ça. Ça, c'est des évolutions qui amènent je dirais, à pousser des contenus de meilleure qualité, des contenus, je dirais, premium, plus facilement, parce que le producteur de contenu, il veut que son contenu ne soit pas copiable, piratable, etc. Donc, il demande de la protection de contenu. HBB TV, dans un premier temps, avait dit non, ça c'est trop compliqué, il n'y a pas trop de lignes directrices. Donc, mettons-le de côté et laissons les constructeurs le gérer et les chaînes le gérer. Aujourd'hui, on fait avancer ça aussi, et toujours en se basant sur un standard qui est plus large, donc l'OpenAPTV Forum. Voilà. Oui, mais dans les faits, si je suis broadcaster français aujourd'hui, que je veux avoir une application de télévision de rattrapage ou une application liée à un événement sur les box des opérateurs, il n'y a pas de standard dans les faits. Alors, sur dans les la box base installée, en tout cas. Tout à fait. Oui. Sur les box des opérateurs, aujourd'hui, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de standard. Il y a des bases communes quand même, hein, les applications, les API pour utiliser les box ou les télés sont quasiment les mêmes. Par contre, en termes de standardisation, il y a aussi une évolution. On parlait tout à l'heure de CE-HTML. En fait, il y a aujourd'hui quelque chose qui est en train de prendre le pas, qui est HTML5, qui va arriver avec une introduction d'API communes. Donc, pour discuter avec quelques constructeurs, je sais que la plupart d'entre eux travaillent sur des générations, nouvelles générations supportant HTML5 avec des browsers plus communs. Donc, c'est des choses qui vont avancer. Après, si les box des opérateurs, aussi bien que des box du marché, aussi bien que des télés, supportent un même type de navigateur, une même catégorie de navigateur et un même standard assez ouvert et assez costaud pour supporter de la bonne qualité d'application, de la bonne qualité d'image, je pense que ce que disait tout à l'heure notre collègue de LG sera une vérité. Ce ne sera pas valable que pour LG avec un SDK. On aura plutôt un SDK standard qui est applicable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, la défragmentation vue d'un éditeur de contenu ou d'un broadcaster va être accélérée par les nouvelles générations de box qui arrivent sur le marché aujourd'hui, qui justement ont cette capacité à faire tourner des browsers avec tous les plugins qu'il faut, le Flash ou autre, et HTML5 entre autres. Alors, de box, pas uniquement, en fait, aussi de téléconnectés. Parce qu'en fait, l'idée deux, aujourd'hui, c'est, avec la casquette orange, on ne regarde pas uniquement les box, on regarde aussi les téléconnectés, de manière à dire, en fait, on peut fournir le même service. Même. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu une annonce très dernièrement avec la Xbox. Je ne fais pas de pub, hein, mais l'idée, c'est ça, c'est de dire, notre consommateur, toujours au milieu, c'est lui qui va dire ce qu'il a besoin. Si moi j'ai des adolescents à la maison qui ont leur Wii ou leur PS3 qui veulent regarder du contenu depuis la PS3, mon job c'est de leur fournir la possibilité de le faire. La même chose pour nos amis de LG ou
les chaînes, c'est voilà, je regarde une émission de télé, je veux continuer le jeu. Il y a des jeux sur Wii qui sont issus de programmes télé, genre Flash Dance 3, je sais pas quoi, des choses comme ça. En fait, c'est dans la continuité. Donc, il faut toujours garder cette idée en tête, c'est de dire de quoi a besoin l'utilisateur et comment on va lui fournir, mais en travaillant tous ensemble. Il n'y a pas d'exclusion, je ne veux pas travailler en tant qu'opérateur, garder mon client rien que pour moi, parce qu'en fait, on est tous perdants dans ce contexte-là. Mais par contre, justement, aujourd'hui, dans le contexte français, typiquement avec TNT 2.0, il y a pas mal d'acteurs qui sont mis autour de la table, avec TDF, avec TF1, les chaînes, France Télévisions, aussi des opérateurs et des constructeurs, pour dire, en fait, dans le contexte français, on a des petites spécificités par rapport à ce qui était fait dans HbbTV, produisons-les, mettons-les au service pour l'utilisateur français et donnons-lui la possibilité de faire d'avoir son service. Typiquement, aujourd'hui, dans HbbTV, ils ont repris TNT 2.0 dans la 1.5 et ils ont aussi commencé à travailler sur des évolutions qui sont qu'on reprend depuis OIPF sur le multiscreen, sur des éléments comme ça qui ont été aussi pointés. Et dire, en fait, c'est dans les évolutions. Voilà. Alors, on va passer au deuxième thème de cette table ronde qui est dédié à moins que vous vouliez réagir, Marc, sur ce sujet, parce que j'ai prévu de vous faire agir sur le sujet suivant. Donc, le deuxième sujet de cette table ronde, ça va être un peu les stratégies multi-écrans. On a vu tout à l'heure avec les statistiques médiamétrie que plus de la moitié des téléspectateurs maintenant exploitaient un deuxième écran pendant qu'ils regardaient la télévision. Alors, je vais commencer par faire agir José et Luis sur ce sujet. Comment, justement, les broadcasters, aujourd'hui, réagissent face à ce nouveau comportement des consommateurs et comment aborde-t-il ce marché, marché, ou en tout cas cet usage du deuxième écran? Oh, sorry, I didn't ask a question in English. I was confused, but you got it? Okay, let's switch. Yeah. Yeah, I'm really sorry because I don't speak French. I hope that En français et je n'avais pas de casque pour suivre la traduction. Bon, alors, pour répondre, chez nous, en réponse à cette question, nous avons une consommation de TV qui est en pleine augmentation. Premièrement, on ne peut pas l'oublier, on a tendance à l'oublier. Et il ne faut pas l'oublier. On parle beaucoup de HMMS5, TVB5, on parle beaucoup d'appareils connectés. Nos enfants, nos filles, nos femmes passent actuellement plus de 3 à 4 heures par jour devant la télé par jour. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et la moitié de ce temps est linéaire. C'est-à-dire, chez nous, on a des canaux, des podcasters, peu importe le terme qu'on y donne. C'est un outil marketing extraordinaire qui permet de commercialiser donc ces appareils. Donc la meilleure manière pour toucher le consommateur, c'est par justement ces indicateurs. Donc c'est une tendance forte. Mais il se trouve que le deuxième écran s'utilise beaucoup pour les réseaux sociaux et qui est un véritable moteur pour la consommation directe, n'est-ce pas, de la télé. Tout à fait. Pour répondre à la question précisément, plusieurs initiatives sont prises actuellement pour suivre et contrôler ce qui se passe sur le grand écran. Eh bien, ou sur Twitter, on constate que c'est en rapport avec ce qui se passe sur la TV, donc live, en direct. Notre expérience est la suivante. C'est les podcasters, les podiffuseurs qui impulsent ces tendances et qui essayent, comme Twitter tout à fait, qui essayent d'être de promouvoir, de favoriser le contenu linéaire fort de cette télévision linéaire, mais en fin de compte, ces diffuseurs ne savent pas comment ça va se passer sur l'écran. Ils ne peuvent pas anticiper ce qui va se passer, ce qui va être montré sur l'écran. Donc leur profil, et puis surtout par rapport au profil des uns des autres, c'est le producteur finalement de contenu et le podcasteur seul
qui peuvent anticiper ce contenu et qui le connaissent par avance. Donc, pour monétariser cet espace, il faut disposer de l'espace, il faut créer les outils, disposer des outils comme iPlayer, donc pour tout ce qui est diffusion. Donc, toutes ces initiatives doivent être prises sur un deuxième écran et ça va faire la différence. Et donc, les canaux espagnols le font actuellement. C'est-à-dire sur des appareils secondaires, c'est beaucoup plus. Et ils sont en train de synchroniser cette expérience sur le deuxième écran au premier écran. C'est le synchronisme qui est la clé là. Est-ce que vous voulez bien nous donner un exemple d'une application de cette interaction-là? Tout à fait. Et si vous regardez un match de foot et on marque un but, eh bien, on doit faire le lien qui apparaît immédiatement sur le deuxième écran pour revoir justement, pour justement voir effectivement donc sur cet écran. Donc c'est une différenciation entre le premier écran, le deuxième écran, tout à fait, en termes de retransmission, en différé, justement, action retardée, tout à fait. Est-ce qu'on peut poser des questions, faire des enquêtes? On essaye, on s'efforce de le faire. Mais en fin de compte, donc sur un premier, deuxième écran, il faut chercher donc un espace là pour favoriser et promouvoir la pub. Et il faut être propriétaire de cet espace-là, de ce deuxième espace, ce deuxième écran. Comment est-ce possible lorsque les utilisateurs passent beaucoup de temps sur Facebook, sur Twitter, qui est une app? Comment faire que cette application s'incruste dans Twitter? On ne peut pas lutter contre. Il faut l'accepter, il faut s'en accommoder. Lorsque on intègre ce contenu, on a besoin de Twitter qui est incrusté dans ce deuxième écran. C'est indispensable. Dans un monde horizontal, on n'a pas à déployer ces applications. On n'a pas à le faire vous-même. Quelqu'un va le faire à votre place. Donc, il s'agit d'associer, au fait, donc ces espaces comme Facebook, Twitter dans votre application, d'une part, pour ouvrir un complément de contenu. J'entends beaucoup en France que les télédiffuseurs, que les podcasteurs n'ont pas forcément plus de chiffres, font pas plus de chiffres forcément sur cet appareil. Comment faire du chiffre, trouver un équilibre entre les coûts, le chiffre d'affaires sur ces nouveaux appareils? C'est par la synchronisation, c'est que par la voix de la synchronisation. Donc, si vous avez un BMW sur un grand écran, vous vous rendez compte que parfois il est difficile de passer un coup de fil, justement, ou de prendre un rendez-vous. Donc, sur une page web, donc il s'agit d'appuyer sur la bannière BMW qui se trouve sur l'écran plus grand. On peut monétiser, donc ça crée beaucoup de valeur. Alexandre, souhaitez-vous interagir? Le mot-clé a été prononcé, c'est vraiment la synchronisation. Et c'est pour ça aussi qu'LG était très intéressé par la HbbTV, parce que seule la HbbTV est capable d'apporter cette synchronisation avec le flux à l'antenne. Et comme le disait des technologies pour les deuxièmes écrans, pour la synchro. C'est certain, mais tout l'avantage de la HbbTV, c'est justement de pouvoir véritablement réagir en live avec donc tout ce qui va être vote, tout ce qui va être messages sociaux et accès aux sites sociaux. Aujourd'hui, on a déjà nous développé sur LG une application qui permet de partager l'écran. On a toujours l'écran en live. On a à côté les flux sociaux qui sont en place. Et on peut utiliser le double écran en tant que clavier. C'est-à-dire qu'on va se servir de la tablette pour écrire quelque chose, ou du téléphone, du clavier du téléphone pour écrire quelque chose. Et donc tout ce qui va être réseaux sociaux, je pense que les applications télé vont largement s'améliorer pour pouvoir prendre le relais. Par contre, pour pouvoir avoir la vidéo qui va être différente du flux live, mais qui va être complémentaire, ou avoir une information beaucoup plus complète et qui va être complémentaire de ce qui se passe à la télé, mais qui est différente des flux sociaux. Là, par contre, on a besoin d'avoir une application séparée parce qu'on va se créer sa propre chaîne quelque part. Et c'est pour ça que le multi-écran aujourd'hui est intéressant et va véritablement pouvoir d'augmenter l'expérience, d'accroître l'expérience du téléspectateur. Mais c'est lui, encore une fois, qui va le choisir, mais c'est ce que pourra apporter la chaîne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certainement tout un tas de réflexions qui sont en cours dans les productions pour pouvoir faire des fins différentes ou à un moment donné dans un épisode des
des passages qui peuvent être différents en fonction de telle ou telle réaction et autres. Donc, je pense que la synchronisation est la clé. HBBTV va permettre d'apporter cette synchronisation véritable avec tout ce qui va être vote, réaction en direct, etc. Le double écran, pour cette partie-là, ça va être le clavier, qui va permettre de pouvoir facilement y répondre. Par contre, tout ce qui va être vidéo et tout ce qui va être information complémentaire, là, du coup, c'est véritablement quelque chose qui va être différent. Et ça va pouvoir permettre à la chaîne de se créer quelque chose de plus et complémentaire que les autres ne pourront pas faire à leur place, contrairement à ce qu'on disait sur les médias sociaux. Si jamais on ne le fait pas, ils le feront à notre place. Alors, Uwe, on va repasser à vous. Comment ça se passe en Allemagne? Comment les chaînes publiques du groupe ARD et puis éventuellement les chaînes privées traitent cette question du deuxième écran dans leur stratégie? Oui, c'est la phase de testing. On essaye de créer un lien entre le programme linéaire et des informations supplémentaires comme le voting, partagé dans un quiz, etc., des trucs comme ça, et créer des événements, le contest, Eurovision Song Contest, par exemple, ou le football, tele-twittering. En Allemagne, nous avons le télétexte qui est encore très, très populaire. Et on a essayé de combiner le Twitter et le télétexte, et ça fonctionne. C'est-à-dire, j'aimerais comprendre. À quoi ça ressemble? Vous regardez à quoi ça ressemble? Vous regardez le programme, le contest, et puis il y a des commentaires. Oh, c'est une jolie robe qu'elle porte, c'est pas très bien fait. Ouais, un commentaire sur Twitter, donc. Sur Twitter, deuxième écran. Twitter, et non, c'est sur l'écran de la télévision, sur la télévision. En HBBTV, donc. Non, oui, c'est possible, en HBBTV, mais sur... c'est dans le flux broadcast, en fait, c'est-à-dire c'est dans le programme. Oui, c'est ça. Oui, comme les questions chez mots croisés qui apparaissent à la fin. Non, c'est interactif parce que c'est simplement à voir si vous le voulez voir. Par télétexte. Ah, c'est optionnel. Ah oui, c'est le télétexte qui se rajoute dessus avec un flux Twitter éditorialisé par la chaîne. D'accord. Mais est-ce que les chaînes allemandes développent leurs propres applications pour les devices Android ou Apple, ou est-ce qu'elles se mettent en réserve sur ce sujet? On parle encore du second screen, sans regarder Android ou Apple, etc. On est en train de tester quoi est possible. Ce qu'on veut vraiment, c'est avoir des applications qui fonctionnent sur Android, Apple, etc. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que HBBTV puisse arriver sur le deuxième écran d'une manière ou d'une autre, du point de vue de la standardisation, d'un point de vue technologique? Ça pourrait peut-être simplifier la vie des broadcasters. Leur application finalement interactive, elle tournerait indifféremment sur la télé d'Alexandre Fourmont, ou sur la box d'Orange ou sur la tablette de nos amis américains. C'est plutôt une question pour le téléspectateur qu'il accepte ou non. S'il accepte ça, s'il veut ça, sans question, ça va être Si on lui donne le possible. choix, il le prendra, le choix, a priori. Oui. Si on lui donne le choix. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas encore. On verra. Tout est possible et bien sûr, ça peut marcher. Mais pour le broadcaster, bien sûr, c'est important d'avoir le contrôle sur l'application de notre part. Hein, c'est très important d'avoir le contrôle sur l'application. Si ça passe sur la télévision ou sur un second screen, c'est égal. Alors, on va passer à un autre sujet qui est lié à la notion de multi... Tu veux réagir? Oui, vas-y. Un petit commentaire sur l'arrivée de HBBTV sur un autre device. Oui. En fait, il faut positionner les choses un petit peu différemment. L'application sur les autres devices peut exister. Elle n'a pas besoin d'être HBBTV. En fait, je pense à la partie HTML d'HBBTV pour ceux qui voilà, mais typiquement, l'idée, c'est justement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de HTML5, qui devrait faire justement ce rapprochement entre l'application, qu'elle soit sur la télé, sur le mobile, sur le PC, sur la tablette, sur n'importe quel device, sur le frigo, peut-être demain. L'idée, c'est d'avoir un langage qui permette aux développeurs, quand ils développent son application, d'être sûr un petit peu qu'elle va tourner sur n'importe quel équipement. Et c'est là que, enfin, c'est plus vers ça qu'il faut tendre quand on parle de pousser les applications sur les autres screens.
L'autre élément qui est assez important, enfin, on en a parlé un petit peu, mais indirectement, c'est vrai que l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est je regarde le match, tiens, j'aime bien le maillot de l'OM, allez hop, je peux l'acheter. Mais ça implique des choses. C'est il faut avoir des métadatas sur ce contenu-là qui sont dans le stream, qui sont diffusés, sur lequel je peux pointer et avoir ces contenus. Mais il faut aussi avoir la possibilité de s'authentifier. Je suis moi, donc je peux acheter et de payer. Aujourd'hui, quand on regarde des choses comme Apple, ce qu'ils ont fait sur l'Apple Store, on s'identifie une fois, on donne sa carte bleue, on achète à travers ce canal-là. Mais l'idée, aujourd'hui, c'est de pouvoir faire quelque chose de mieux. C'est à l'acte, je vois quelque chose, je veux l'acheter, je peux à ce moment-là sortir ma carte bleue ou sortir mon compte bancaire et acheter mon contenu. Un vêtement, je sais pas, un programme de télé, de chanteur ou des choses comme ça. La chanteuse a une belle robe. Je peux à la fois envoyer un message sur Twitter en disant oui, elle a une belle robe, mais je peux aussi dire bah tiens, cette robe, où est-ce qu'elle l'a achetée? Je veux l'acheter la même, quoi. Enfin, moi non, mais bon. L'idée, ça, c'est des startups qui sont lancées que sur ce scénario-là. Voilà, tout à fait. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire au-delà du contenu et de comment on va le pousser aux consommateurs, il faut qu'on regarde, aux spectateurs, il faut qu'on regarde comment on peut récupérer, on peut faire de la plus-value derrière et du revenu, générer du revenu à partir de là. Et ça, c'est les éléments qu'il faut travailler, qui sont en cours, je dirais, de développement aujourd'hui, qu'il faut standardiser. Les métadatas par rapport au contenu et les moyens de paiement, d'authentification, des choses comme ça. Il faut quand même comprendre qu'on a une course contre la montre, là. Il faut que le marché des opérateurs et des constructeurs se dépêche de standardiser aussi rapidement que possible le développement d'applications, parce que le marché est tellement fragmenté qu'à un moment donné, si les plateformes des fameux barbares de l'Ouest, Google et Apple, arrivent et effectivement sont adoptées largement, les marchés fragmentés européens n'y pourra rien. Donc il y a quand même une notion de time to market qui n'est pas négligeable. Là, honnêtement, je suis d'accord qu'il faut aller vite, mais bon, il ne faut pas non plus se précipiter. Il faut aller vite de manière bien structurée. Et franchement, Google, depuis le temps que j'en entends parler, ils vont arriver. Je pense qu'ils sont toujours pas là, quoi. Donc, c'est une sorte d'épouvantail, Google, finalement. Ça secoue tout le monde, mais voilà. Bon, pas forcément avec des résultats. On en parlera tout à l'heure avec toi. Mais j'ai rien contre Google, hein. C'est des amis. Mais non, mais je parle de Google dans la télévision. Sur Google TV, Google c'est dans pas la ça, télévision. Ils sont pas encore là. Même les gens qui ont bossé avec eux, qui ont travaillé avec eux sur les premières générations de Google TV, ont été un petit peu refroidis. Oui, voilà. You want to make a remark on this? First of all, we need to know, all of us, what is Google TV, because we don't know yet. Okay, we know what we have been told. I love Google. Google is fantastic, tools, etc. But Google TV is now a mix of technology and content, and we don't know where the technology ends and where the content starts. Okay, and as far as the technology is clearly differentiated from content, it will be easy to collaborate with Google on the expansion of their payment platform or the delivery of their content through their network. We can have a big debate here about if we want to give Google the control of the delivery network or not, but this is another issue. Okay, if we, and when I say we, basically I put myself in the content world. If we feel that Google is trying to be the one delivering the content, we can have the perception of our margins being squeezed in the future. They want to get some share of the advertising revenue. So yeah, no, it's not only advertising. That's why broadcasters. Donc si on est Fox, si on est Disney par exemple, et on se trouve à Los Angeles, dans son bureau, on a 300-400 personnes qui frappent à votre porte, qui cherchent à signer des accords de distribution, de diffusion, de part et d'autre dans le monde, et ben il faut fixer des marges. Si on n'a que 3 acteurs comme Apple ou Google, je peux vous dire qu'ils vont définir les marges, C'est pour cela, c'est à mon avis, Google
ne réussit pas aujourd'hui, n'aboutit pas aujourd'hui à entrer dans cette première fenêtre de distribution dans le monde de la diffusion. Et c'est un grand enjeu pour Google aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne cette situation qu'il convient de faire préciser, de clarifier pour justement donc pouvoir affiner notre position. LG fait partie des constructeurs qui ont mis un orteil dans Google TV, en tout cas aux États-Unis. Comment on peut interpréter ce mouvement qui a été annoncé au CES en janvier dernier? Quelle est la stratégie d'LG de ce point de vue-là et vers quoi ça peut aboutir en fait? Notamment ici en France et en Europe. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais se fermer de porte. Il faut toujours rester ouvert. Il faut toujours rester en bon terme avec l'ensemble des acteurs du marché, surtout lorsqu'il s'agit de comme dans les d'acteurs mobiles, aussi importants. comme sur les OS mobiles en fait, c'est ça? Exactement. On parle d'OS mobile. Si aujourd'hui je prends mon téléphone, je le montre de loin, c'est quoi? C'est un rectangle noir. Tout le monde va voir un écran noir, un rectangle noir. Quel que c'est comme marque? Bon, on pourrait penser, parce que je travaille chez LG, que c'est un LG. Bon, il se trouve que c'est un LG, mais il y a des chances, oui. Mais ça pourrait très bien être un Samsung, un HTC, etc. Bref, c'est un produit qui a été fabriqué, mais toute la valeur qui est à l'intérieur, tout le contenu qui est à l'intérieur, ne nous appartient pas. Il appartient soit à l'opérateur, qui va vendre sa ligne téléphonique, et qui va donc se faire rémunérer là-dessus, soit aux fournisseurs de contenu, qui eux vont vendre les contenus et vont prendre l'argent. Ce qui veut dire que nous, quand on a développé le produit, quand on a fabriqué le produit, qu'on l'a vendu, après, en dehors des ennuis du service après-vente, quand il y en a, on ne récolte plus aucune valeur que ce soit. Ça, c'est un discours de fournisseur de hardware. Mais je suis un fabricant de hardware. Mais la tentation est grande pour les constructeurs d'essayer d'aller au-delà. Clairement, on avait au départ nos propres OS sur nos différents produits. Samsung a essayé avec Bada de les mettre son propre OS. Ça ne marche pas. Nokia avait essayé avec Symbian et la partie WAP. Ça n'a pas fonctionné non plus. Apple a fait un très gros coup. Très clairement, a été très intelligent sur la façon dont ils ont mis ça en place, et on ne peut que leur tirer notre chapeau. Néanmoins, aujourd'hui, c'est un monde qui est extrêmement fermé, et je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'ils arrivent à l'ouvrir un petit peu, sinon je ne suis pas sûr que le succès continuera de manière aussi forte. Par contre, Google qui arrive, lui, par le moteur de recherche, qui est extrêmement important de par tout ce que l'on peut trouver sur le web, aujourd'hui a engrangé un grand nombre de bénéfices et cherche en effet à se diversifier. Il est toujours intéressant de discuter avec eux. Maintenant, une chose est claire, c'est que la télévision était le dernier écran qui n'était pas connecté à Internet et qui est quelque part une des dernières opportunités aussi, avec un marché aussi important, à pouvoir justement être présent sur ce marché des contenus. On l'a raté, nous, en tant que fabricants, sur la partie téléphonie mobile. On voudrait éviter également de le rater sur la partie téléviseur. Donc c'est pour ça aussi qu'on a conçu nos propres portails. Maintenant, à un moment donné, il faut aussi trouver des bonnes alliances parce que le contenu est extrêmement important et tout ce qui a pu être développé sur la partie mobile, soit par Apple, soit par Android, peut également à un moment donné se retrouver présent sur la partie télévision. Et donc, il était toujours intéressant. Donc, soit on allait discuter avec Google, soit on allait discuter avec Apple. Apple étant fermé, en monde fermé, du coup, on ne pouvait discuter qu'avec Google. Alors, Sony a essayé, avec le lancement de sa Google TV, notamment en Europe, d'arriver sur le marché européen. Malheureusement, Google est arrivé en disant de toute façon, c'est nous les plus forts, on va faire la loi, et vous n'avez qu'à nous écouter. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, une partie aussi qui n'avait pas été bien prise en compte par le fabricant, c'était l'ergonomie. On pourra revenir dessus, mais l'ergonomie est essentielle aujourd'hui sur la façon dont ces choses-là vont pouvoir aboutir. Chez LG, l'approche que nous avons eue était différente. Il faudrait être précis là-dessus parce que, effectivement, quand on regarde Google TV, on voit que c'est fondamentalement construit autour d'abord d'un moteur de recherche de contenu, puis d'un magasin d'applications qui est arrivé dans la version la plus récente. Mais il y a un élément qui semble absent, en tout cas la stratégie de Google, c'est tout simplement la consommation de télé live. Quand on prend une télé Sony, c'est peut-être différent avec les télé Samsung, on a d'un côté la télécommande qui permet de changer de chaîne, mais qui utilise en gros la technologie de la télévision. Et puis après, on a la télécommande avec un clavier, là, un peu bizarre, qui permet d'accéder au service de Google. Mais c'est au-dessus des chaînes de télévision. Chez LG, vous avez une vision différente des choses. Est-ce que vous intégrez la consommation du live avec le reste, finalement? Alors, la façon dont on fait le test, parce que c'est un test en fait qui se met en place aux États-Unis, c'est que lorsqu'on a discuté avec Google, aujourd'hui, ce qui a été défini, c'est que nous ne lancerions Google dans un premier temps, pour voir ce que ça donne, seulement sur une seule gamme de produits et seulement aux États-Unis.
il n'est absolument pas prévu du tout aucun lancement de Google, quel qu'il soit, dans les autres pays du monde, y compris en Europe. Donc on est vraiment là dans une phase de test. Et qu'est-ce qui a été fait? C'est que la partie Google, contrairement à ce qui a pu être fait au travers de Sony, a été intégrée dans le portail d'LG. C'est-à-dire que vous rentrez dans le portail, et dans le portail LG, vous avez différentes applications, plus un accès à Google. Donc en fait, Google TV est devenu une fonction de votre environnement existant. Alors, si on traduit un petit peu, oui, sachant que l'impact que peut avoir Google ne le positionne pas à ce niveau-là, bien évidemment. On sait très bien ce qu'il y a derrière et tout le monde que cela peut ouvrir. Néanmoins, ça a permis de se différencier en termes de positionnement. Et il est vrai que lorsque Google a été lancé en Europe et notamment en France, ils ont voulu arriver avec un téléviseur où en effet ils arrivaient en superposition de l'image. Et là, très clairement, c'était un blocage complet vis-à-vis des chaînes, ce que je peux parfaitement comprendre. Et d'ailleurs, nous avons toujours milité pour aller contre cette superposition d'écrans. Donc en gros, LG a pacifié Google dans ses propres télévisions. Disons que nous avons regardé nous regardons actuellement quel peut être l'impact. Si vraiment, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on regarde la façon dont on utilise les applications sur les produits connectés, on utilise 3, 4, 5 applications. On utilise les nôtres. Donc il faut un grand nombre pour pouvoir toucher chaque individu, mais chaque individu ne va avoir que 4 à 5 applications maximum qui vont faire 80% de l'usage. Mais les télés en question, elles sont dispo ou pas d'ailleurs? Je crois que c'était censé arriver là au printemps. Mais... Elles sont en cours de lancement là. Alors quelle a été la réaction des broadcasters américains? Est-ce qu'elle a été aussi négative que lors du lancement de la version initiale de Google TV, ou est-ce que par certains côtés, ce compromis que LG apporte sur le marché est acceptable par les broadcasters? Des retours que j'ai pu en avoir, ça a été plutôt positif dans la mesure où Google ne se positionnait pas en surimpression de l'image, mais arrivait bien au travers d'un portail, c'est-à-dire que je quittais le monde de l'image avec une seule et même télécommande, je quittais le monde de l'image pour arriver dans le monde du multimédia et donc le monde de la connexion. Donc à partir de là, il y a bien eu une séparation qui a été faite et on n'était pas dans la première approche qui était de véritablement arriver sur une surimpression de l'écran. Les mauvaises langues diraient que le cheval de Troie s'est bien déguisé, mais c'est ça. José Luis, il voulait réagir sur ce point justement. You want to react on this discussion on Google TV? At which point did you want to react? Ou José, quelques commentaires par rapport justement à Google TV et la télé Android. Par rapport à ces plateformes de télé qui sont excellentes. On a parlé de Targo était extrêmement médiocre, très lent. Android actuellement est en train de dominer les systèmes ouverts sur Google, sur les téléphones mobiles. Et donc ce serait super. Je crois que on a de plus en plus de fragmentation sur les OS, sur les systèmes d'exploitation. Donc HPTV, une fois qu'il est proposé, ce sera un grand pas en avant. Mais il est vrai également qu'on a tendance à oublier que les gens se mettent devant la télé pour regarder la télé, premièrement. On allume la télé pour regarder... Et Google l'a oublié, hein. Et donc, lorsque vous avez, vous rappelez de la première commande sur Google TV qui ressemble à un panneau de commande comme dans une station aérospatiale, c'était assez impressionnant. Donc, mais par contre, l'avenir, pour moi, réside ailleurs. L'avenir réside peut-être dans les applications Android, mais pour moi, ma famille, mes gosses, ma femme ne va pas naviguer sur Internet de cette manière-là. Est-ce que Google était trop centré, trop étriqué dans sa conception même, ou et pour les usagers qui finalement ne veulent regarder Live TV, la télé en direct, ce n'est pas le problème aux États-Unis, c'est un problème conceptuel, c'est un problème au niveau de la conception, de l'étude même. Dans Silicon Valley, Gen Y, est-ce que ces gens-là, ces équipes-là, cette génération n'aime pas la télé en direct, ou regarde que des séries de télévision? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène aux États-Unis qui est beaucoup moins présent en Europe, comme quoi la Live TV elle est morte, soi-disant?
actuellement, on a des téléspectateurs qui ont 55 ans sur les réseaux télévisuels aux États-Unis. Aujourd'hui, cet âge est semblable, mais qui n'est pas le même. Ça peut aller jusqu'à 60 ans. Donc, même si l'hygrométrie nous montre que tout va bien, que tout est folichon, et que la live TV a un bel avenir devant elle, mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus discriminateur? Si je suis un accro de la live TV, j'ai 55 ans, et c'est vrai, je m'en sers sur mon portable, mon ordinateur portable auquel je me connecte, c'est possible. Et tout d'un coup, un jour, je commence à synchroniser mon usage sur Live TV, la télé en direct, fort des chiffres. Aux États-Unis, on a 24-25% du taux de consommation qui est non linéaire, alors qu'en Europe, on est à moins de 10%. Donc, il y a un écart important sur cette perception de la Live TV. Le grand enjeu est de proposer ces télés à la demande. À la demande. À ce moment-là, les 10% va monter à 80%. C'est ce que veulent les gens. C'est avoir accès au contenu. C'est pas un problème technique, c'est un problème d'intégration pour intégrer le passé, le présent et l'avenir, n'est-ce pas, de manière synchronisée, peu importe le terme ou le nom qu'on y donne, pour pouvoir faire des recherches de contenu. On a le contenu. Est-ce que vous voulez regarder un autre film sur votre écran, etc. Une petite réaction de la télé. En fait, il ne faut pas extraire la télé du contenu global, quoi. En fait, ça en fait partie, c'est l'expérience télévisuelle. Et en fait, c'est la consommation de contenu qui est en train de changer. En fait, il faut la revisiter et la représenter d'une manière nouvelle. Donc, typiquement, en se positionnant un certain nombre de critères, le plus simple à appréhender, c'est l'événementiel. C'est typiquement, tout le monde regarde le live quand il y a un événement. C'est le Super Bowl aux États-Unis, tout le monde le regarde, le match de hockey du dimanche ou des choses comme ça. En France, la Coupe d'Europe, il y a des événements Roland-Garros. Les gens regardent ça en live parce que ça n'a pas de sens de le regarder en catch-up ou clair, en différé. Donc la consommation de contenu aura quand même un certain nombre de repères qui sont des invariants. C'est l'événement. Et après, le reste, on peut le consommer sur différents terminaux, on peut le consommer à différents moments, de différentes manières, mais il restera quand même les invariants, quoi. Alors, on va passer à un dernier sujet qui est le monde des télécoms et comment le monde des télécoms travaille avec les broadcasters. Alors, Marc, qui trépigne depuis le début du débat, parce qu'il voudrait bien intervenir, et c'est logique. Alors, il est dans une position un peu particulière. Vous êtes chez Alcatel. Et Alcatel fournit en gros les technologies qui sont utilisées par les opérateurs. Et c'est une très très belle tour de contrôle pour voir ce qui se passe sur les réseaux. Alors qu'est-ce qui se passe sur les réseaux avec la multiplication des écrans et des nouvelles expériences utilisateurs là? Ça tourne bien, ça suit? Je ne sais pas si on a une tour de contrôle, mais vous fournissez la tour de contrôle en tout cas. On se considère comme architecte effectivement de ces différents réseaux. Et on est toujours content de voir tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déployé les années précédentes. Là, c'est tout à fait le cas. On est en train de parler de toute la problématique téléconnectée, ce qu'on fait, comment on va faire. On voit qu'il y a toute une problématique. Et nous, on est en train de se dire actuellement, en fait, les réseaux actuels, qui sont toujours une espèce de nuage dans ces réflexions, c'est une espèce de nuage et on le comprend tout à fait. Parce qu'on est habitué à avoir son terminal, à le regarder, à le choisir. On est habitué à payer sa note aux opérateurs. Donc ça, c'est assez concret. Bon, maintenant, les réseaux derrière, 4G, 3G, G, c'est un peu pour les spécialistes. Donc nous, on regarde les réseaux et on se dit, oulala, mais en fait, ça ne va pas marcher. Bon, c'est un peu ça va pas marcher ou on va vendre plus de matériel? C'est-à-dire qu'on parle par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'application. On est dans un stade, effectivement, il y a un but qui est marqué. Donc on est en multi-écran. On veut regarder en replay le but sur son écran. Actuellement, avec son smartphone, ça marche pas.
Ça marche s'il y a 50 utilisateurs qui regardent en replay le but. Mais on a, et ça fait partie des expérimentations qu'on mène avec nos clients opérateurs, on a des expérimentations depuis au moins 1 an sur le très haut débit mobile en accès, en 4G, LTE, etc., pour justement pouvoir mettre en place autour des stades, lors d'événements, des équipements qui vont permettre, non pas à 50 personnes de se connecter, mais à 10 000, 5 000, 10 000 personnes. Il y a l'expérience en cours au Stade de France, là. Ils sont en train d'installer, je ne sais plus si c'est le Wi-Fi ou le Twitter, j'ai oublié. Oui. Il n'y a pas une annonce récente, alors, là, je parle vraiment un peu du hardware, du réseau, pour les pipes, quoi, les tuyauteries. On est un peu les plombiers de l'affaire. Donc on est les plombiers, on est fiers d'être les plombiers. D'ailleurs, les plombiers, en général, c'est un métier qui marche pas mal. Ouais. Donc ça va. Simplement, les réseaux DSL actuels, pour le fixe, les réseaux 3G, qui sont pas encore on n'est pas à 100% de connexion en France en réseau 3G, les réseaux satellites actuels permettent d'envisager et de commencer à utiliser tout ça de manière très intelligente. Multi-écran, c'est évident. Les écrans partout, tout en même temps, c'est complètement évident aussi pour nous. Simplement, il faut arriver à phaser tout ça, parce que quand on va avoir une utilisation massive des applications dont on parle, il faudra être passé dans un niveau de réseau qu'on appelle, nous, le High Leverage Network, c'est-à-dire la HLN, les réseaux de très haut niveau, aussi bien en termes de capacité de bande passante de réseau qu'en termes de caractéristiques du réseau, qualité de service, synchronisation, latence. On ne peut pas jouer en mobile en 3G à l'heure actuelle. C'est pas un problème enfin, il y a certains jeux qui fonctionnent, mais il y a certains jeux de guerre ou autres qui ne fonctionnent pas, non pas parce qu'on n'a pas la bande passante, mais parce que si on joue avec quelqu'un qui est connecté sur la DSL, on est mort parce qu'on ne va même pas voir le moment où la personne vous aura tiré dessus. Donc, à cause de ce qu'on appelle la latence, c'est ça, le temps de réponse. Donc tout ça, c'est ce que vont gérer ces réseaux dont on parle tout le temps. On se demande à quoi ça sert, parce que pour l'instant, on trouve que on est déjà un peu, on a déjà beaucoup de choses en termes de 3G et de réseau DSL. C'est à ça que ça va servir. Ça va servir à ce que ces services de téléconnectés puissent exister de manière massive. Et dans téléconnecté, il y a télé. Donc il y a les early adopters qui font leur job actuellement avec tous les fournisseurs de services, qui utilisent, etc. Mais dans télé, il y a vraiment, la télé, c'est 100% de la population. Donc 100% de la population, ça veut dire qu'il faut que ces réseaux de très haut niveau soient disponibles partout. Et en plus, vient s'ajouter un deuxième phénomène, c'est que dans téléconnecté, il y a tout un tas de nouveaux services qui vont arriver avec ça, qui ne sont pas seulement l'évolution de la télé traditionnelle, classique, le loisir en fait, donc ce dont on parle, c'est les séries, etc. Il y a aussi l'aspect social, et ce coup-ci, ce n'est pas du virtuel, c'est l'aspect social avec la e-santé, la e-médecine, e-education, on en parle beaucoup, et que faire sans le terminal télé de l'assistance à personnes âgées sans le terminal télé connecté, c'est juste impossible à grande échelle. Donc mais est-ce qu'il ne faut pas nuancer quand même le stress sur les réseaux selon le type d'application dont on parle? Aujourd'hui, ce que donnent comme feedback les broadcasters, je pense à TF1 ou France Télévisions par exemple en France, ils disent que les réseaux ont du mal à supporter ce qu'on appelle la catch-up TV, un petit peu la vidéo à la demande, mais tous les scénarios plutôt orientés social TV, les usages de Facebook, de Twitter, sont bien moins consommateurs de bande passante, a priori. Oui. Donc, selon le type d'application... oui, alors c'est important, et là, il y a un grand rôle du côté télécom d'optimiser quand même les réseaux, premièrement, et deuxièmement, de pas se tromper sur le timing. C'est-à-dire que ce dont je parle, c'est pour les 10 prochaines années, par exemple, pour les réseaux de fibre optique. Mais c'est important de prendre des décisions maintenant parce qu'on en a pour 10 ans à déployer le réseau. On parle souvent de technologie. La technologie, elle existe.
il faut aller mettre les bottes et aller faire les trous, passer les fibres, etc. Ça va prendre 10 ans. Donc c'est important qu'on s'y mette maintenant. Donc il y a le côté timing et il y a le côté optimisation en attendant d'avoir tout ça. Et c'est vrai qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, utiliser trop la bande passante. Donc ça, c'est le fameux débat sur la net neutralité. La net neutralité, ça concerne... Ce n'est pas une table ronde sur la net neutralité, je vous rassure. Non, je vais fermer assez vite, mais d'un point de vue technique, la net neutralité, pour nous, c'est justement de pouvoir gérer ce qu'on appelle les classes de service, c'est-à-dire que un débit, comme on a le même tuyau en IP sur lequel passe à peu près tout, on a besoin quand même de faire des classes de service pour gérer un jeu de manière différente d'un programme télé et de manière encore différente de l'Internet classique et de la voix. Donc ça, c'est assez important et c'est assez simple dans le débat net neutralité de dire on peut très bien faire ça de manière très faire, de gérer des classes de service. En plus, avec les gros... Quand les débits vont augmenter, je pense que le débat de la net neutralité va se calmer parce qu'on aura plus de... Est-ce qu'il ne va pas glisser vers le mobile, finalement, le débat? Parce que là, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui de la télévision sur mobile, mais est-ce qu'avec le LTE, le sujet de la télémobile va redevenir un sujet d'actualité et d'ailleurs faire partie des stratégies des broadcasters, d'une manière ou d'une autre? Le LTE, ça présente un gros avantage quand même par rapport au 3G, c'est que d'une part, il y a le débit qui est x10 par rapport au 3G, mais surtout, c'est de l'IP. Donc, on se retrouve à peu près, je dirais, dans la situation de l'Internet, dans l'Internet fixe. C'est la DSL mobile, quoi. Voilà, donc en particulier les broadcasters, quand ils vont vouloir mettre en place une application, le fameux deuxième écran, qui à mon avis, il en faut plus de deux, mais d'applications, mais au minimum 2, quand ça va être sur LTE, ça va quand même être un peu plus simple. Ils vont se retrouver dans la même situation que celle dans laquelle ils ont été pour développer des applications Internet. Alors que dans le 3G, c'est différent parce que c'est une technologie qui est moins ouverte, parce que ce qui est plus classique, ancienne de la téléphonie. Et du coup, il n'y a pas trop il faut vraiment avoir des partenariats serrés avec les opérateurs. Donc là, ça va être quand même plus simple et les chaînes, en LTE. Et les broadcasters aussi. Voilà. Pour les broadcasters, je veux dire, ça va être plus simple pour eux en LTE. Donc le débat, ça devrait aller si les réseaux existent. Par contre, si on a une espèce de mix un peu mal foutu des réseaux, ça risque d'être un peu compliqué. Et donc l'optimisation est importante. En attendant d'avoir ces réseaux de haut niveau, on peut faire des optimisations avec des plateformes. On peut faire du flux broadcasté mélangé avec de l'unicast suivant le type de programme sans que l'utilisateur le voie. Ça, c'est des plateformes que peuvent mettre en place à la fois les broadcasters et les opérateurs. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est sûr qu'un programme qui est regardé 3 fois, il vaut mieux le mettre en unicast. Et puis un programme, le programme live au Stade de France, on le fait passer en broadcast. Enfin bref, tout ça, c'est géré avec des plateformes. Donc ça, c'est une optimisation importante. Alors, en fait, on va devoir arrêter là le débat, mais je vais éventuellement prendre des questions de la salle, si vous en avez. On a un peu de temps pour prendre quelques questions. Il y en a au moins 2 au 4e, 5e et 7e rang. Il faut attendre les micros, puisque comme nous sommes en direct live sur Internet, il vaut mieux que le son arrive aussi pour la question. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il y a un temps de latence pour le micro aussi, hein, Romain? Parce que c'est physique, c'est physique. Bonjour Romain. Bonjour, Romain Drone, donc Plinkers. Moi j'ai une question, peut-être avec un gros mot qui s'appelle le peer-to-peer. En fait, on n'aborde pas trop la question du peer-to-peer, mais est-ce que ça ne serait pas une solution justement pour optimiser toute la question de la distribution du replay, puisqu'on est quand même sur des choses que beaucoup de monde regarde et qui ne sont pas du live? Marc, vous voulez répondre? Ou Mohamed? Optimiser les réseaux avec du peer-to-peer. Alors, je ne sais pas sur quel type d'application. Je ne sais pas à quel type d'application tu pensais, mais principalement pour toute la VOD et la replay, tu pensais à la VOD, etc., etc. Oui, non, mais on appelle ça comme on veut. Après, c'est l'usage qui en est fait, qui est plus ou moins licite. Mais il s'agit bien d'optimiser les réseaux. Je n'ai pas parlé d'une autre optimisation effectivement qui est très importante, qui est les CDN. Donc, les CDN vont évoluer. CDN,
c'est le fait de descendre du contenu dans le réseau plus près de l'utilisateur, c'est de gérer le flux pour pas qu'il soit répété X fois dans le réseau. C'est l'équivalent du peer-to-peer géré par un fournisseur de services. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a le cloud. Les plateformes cloud se développant vont pouvoir également optimiser le réseau. Donc, vous serez quelque part en peer-to-peer avec des CDN ou des clouds, peut-être pas en peer-to-peer illégal avec votre pair. Voilà. Mais sinon, d'un point de vue technique, c'est exactement le principe d'optimisation de réseau qui est envisagé et mis en place. Ok, c'est un vaste débat, soit tout seul, le peer-to-peer, Romain. Là. Alors, il y a une question juste un rang en dessous. Bonjour, Régis Saint-Giron, FDSI. On a beaucoup parlé d'HBBTV, ce qui parle pour les spécialistes, mais pas beaucoup pour le grand public. Et j'ai l'impression qu'en Allemagne, en France, en Espagne, il n'y a pas de communication pour le public sur... Enfin, il y a la télé connectée, mais ça reste encore flou parce qu'on ne sait pas ce que c'est exactement en tant que grand public. Et il manque en fait une communication sur une nouvelle plateforme qui apporte des nouveaux services. Qu'est-ce qui va être fait pour améliorer ça? José Luis, et après Mohamed. Okay. You need services. You need services on air. You need a commitment from the manufacturer. Un engagement de la part des équipementiers pour que les personnes allument leur télévision et trouvent dans les publicités une communication à ce sujet. Il n'est pas possible de créer une déception en Espagne. On ne peut plus se permettre cela. Vous avez besoin d'une masse critique. Oui, la situation est assez claire. Il s'agit d'un chemin bien dessiné. Premièrement, nous devons nous mettre d'accord sur les tests d'interopérabilité afin d'obtenir un cadre commun permettant de vérifier que les diffuseurs, les équipementiers et tous les acteurs se trouvent au même niveau. Il nous faut un engagement non seulement de la part des équipementiers qui devront passer les tests, mais également activer la télé HBB sur les équipements. Enfin, il y a un certain nombre de services qui doivent être diffusés avant même que l'on que l'on arrive au réseau de distribution et que l'on arrive à la promotion. Donc ce sont les trois étapes qu'il faut effectuer dans cet ordre précis que je viens de mentionner. Il n'est pas possible d'avoir déjà tous les services et de dire aux gens « Ah oui, nous avons déjà les services, allez-y, achetez-les ». C'est ce que nous avons fait avec le modèle précédent et ça a été une catastrophe. La publicité, en fait, aujourd'hui en France, on n'a pas fait de publicité sur DVB-T ou sur MPEG Dash, des choses comme ça, quoi. Donc pourquoi HBBTV? Ça n'a pas de sens. Mais par contre, ce qui est en cours, d'ailleurs c'est en cours d'être développé, c'est quelque chose qui s'appelle TNT 2.0, qui derrière s'appuie sur le standard HBBTV forcément, mais la communication au public, le grand public, ce qui les intéresse, c'est de savoir c'est quoi, c'est de la TNT. C'est la TNT interactive, finalement. Voilà, c'est de la TNT avec de l'interactivité. Ça, c'est des messages qui peuvent être faits au niveau du magasin, du vendeur de télé. Quand le client vient, il voit l'image, il voit le prix et il voit que en plus, c'est TNT2, joli logo, des choses comme ça. Donc là, on peut communiquer. Mais bon, communiquer sur HBBTV en tant que standard, ça me paraît un peu... Enfin, ça ne se fait pas en général. Je sais pas... Alors, troisième réaction, UV, court. Oui, in Germany, we want to start a kind of campaign this year because... lancer une campagne cette année. Il nous a fallu... faire le passage au numérique. Nous avons complètement terminé les satellites analogiques en avril et donc c'est un nouveau marché qu'il nous faut promouvoir. Comment le ferons-nous? Il sera d'une campagne de table ronde, c'est-à-dire une plateforme télé, une sorte de syndicat des diffuseurs, des équipementiers et des fournisseurs de réseaux. Nous souhaitons donc mener cette campagne ensemble. Nous avons lancé un livre blanc pour les besoins du commerce. L'événement, le point le plus important est bien le besoin d'une campagne, car les personnes qui achètent des téléviseurs HBBTV ne savent pas ce que c'est. Le terme lui-même, HBBTV, n'est pas très sexy. Donc nous essayons de trouver peut-être une nouvelle dénomination, la Smart TV télé intelligente par exemple, car à chaque fois qu'on dit HBBTV, les gens disent quoi et ne comprennent pas bien. Ce qui distingue l'Allemagne de la France et de l'Espagne, c'est que vous avez une année d'avance. Donc cela nous expliquerait peut-être
que vous soyez prêt désormais à effectuer cette communication. Peut-être. Non? Non. C'est pas Reda, moi, j'ai une dernière question. C'est madame, d'accord. Donc, Sabrina Cheref, HTTV. J'ai une question pour Monsieur Fourmont. En fait, donc on voit qu'HBBTV, on parle surtout de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, mais on oublie souvent de dire que les Pays-Bas s'y sont mis, l'Autriche, il y a des choses qui se passent, le Luxembourg, la République tchèque, j'en passe et des meilleurs, même jusqu'en Turquie, il y a des trials, en Russie également. Donc, qu'est-ce qui est déployé aujourd'hui? Dans quels pays sont déployés les téléviseurs compatibles et quels sont les plannings de déploiement dans les mois ou les années à venir? Alors, le gros avantage de la HBBTV, c'est que c'est un standard européen. Et tout ce qui est standard européen intéresse fortement les fabricants, tels qu'LG ou autres. Pourquoi? Parce que nous sommes des fabricants mondiaux, et quand nous mettons en place des plateformes, nous ne mettons jamais en place une plateforme pour un pays, mais pour généralement un continent. Après, il peut y avoir quelques appendices particuliers, comme pour la Grande-Bretagne avec leur prise électrique, mais en dehors de ça, l'objectif, c'est véritablement de faire en sorte qu'on produise un produit pour un continent. Et donc, lorsque on met en place la partie HBBTV notamment, l'objectif, c'est qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui, même s'ils n'ont pas encore lancé la HBBTV, qui vont voir arriver des produits qui seront eux-mêmes HBBTV. Et localement, la filiale décidera si oui ou non il va informer le public si le produit est HBBTV ou pas, parce qu'il n'est pas forcément si le service n'est pas en ligne, ça ne sert à rien de dire que le produit est HBBTV, mais il arrive très souvent dans le lancement de ces nouvelles applications que cela soit déjà à l'intérieur des châssis, mais que ce ne soit pas promu. Et donc, ce qui est le cas aujourd'hui sur nos différents produits, lorsqu'on arrive sur la partie Smart et l'intégration de la HBBTV, il est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux pour nous de faire un seul châssis qui intègre toutes ces technologies, quitte à le vendre même dans des pays où ce service n'est pas encore prêt. Donc on arrive cette année avec une gamme qui est lancée depuis avril-mai, qui intègre la HBBTV au niveau européen. Donc l'ensemble de ces pays-là, à partir du moment où ils vont répondre à la norme et au standard européen qui a été mis en place, au fur et à mesure, auront donc accès à ces différents services par nos produits. Reda, dernière question. Donc, Reda de Jolie TV. Moi, c'est un constat et une question que je me pose. Alors qu'aux US, on a des startups comme Netflix, Hulu qui se lancent. En Europe, on n'a pas d'initiative pareille. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en Europe, le continent un peu fermé, avec des ententes un peu dans le marché de la télévision, qui fait qu'on ne peut pas avancer avec de la compétition et avoir des produits innovants qui se lancent en Europe? Là, on a entendu parler de HBBTV. On voit que ça avance très lentement et que ça ne répond pas vraiment à ce que le marché demande aujourd'hui. Alors Marc, vous voulez répondre? Ouais, je suis un peu en dehors des fournisseurs de services ici, mais il y a quand même quelque chose qu'on note énormément aux États-Unis, hein, nous on est très présents aux États-Unis, c'est que vous avez un marché intérieur qui est quand même cohérent et énorme. Quand Apple monte sa plateforme de iTunes, c'est pour le compte, et il négocie les droits, en particulier les droits de propriété intellectuelle, avec un continent, enfin pas un continent, mais l'équivalent quasiment de l'Europe, d'un coup. Quand Nokia essaye de faire la même chose, il faut qu'il fasse 26 négociations dans 26 pays, et c'est aussi difficile qu'une fois. Donc ça, c'est le premier point, c'est le marché intérieur, c'est vraiment fondamental. Et dans ce marché intérieur également, vous avez l'aspect réseau à très haut débit. Donc, dès que le réseau sature, comme ça a été le cas l'année dernière à New York, le réseau 3G a failli craquer. L'année d'après, vous avez le déploiement massif de LTE et de fibre optique. Donc ça met à disposition quelque chose, on ne sait jamais trop ce qu'on va en faire, parce qu'il faut être honnête, ce n'est pas nous, dans toute la salle ici, qui décidons des nouveaux services qui vont voir le jour. C'est les utilisateurs eux-mêmes dans le monde de l'Internet qui le font, c'est les petites entreprises, etc. Sauf qu'elles disposent d'un marché intérieur et d'une plateforme technologique qui est là. Donc ça, ces dernières années, ça a été flagrant et c'est la grosse difficulté de l'Europe, effectivement.
Sans compter le château de cartes du financement du cinéma français qui est quand même assez particulier avec la chronologie des médias, le rôle de Canal+, j'en passe et des meilleurs, qui explique en fait pas mal d'éléments de situation, en tout cas au niveau du marché français. Je laisse la parole à Cognac Jay pour reprendre le cours normal de cette conférence. Je la prends avec plaisir. Si le micro marche. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. C'était passionnant. Merci pour tout. Je vous propose une petite pause, un petit café. Merci.